La jante masculine, je sais que ce qui m'avait moi beaucoup à cette époque-là, donc dans les années 2020, qui m'avait beaucoup choquée en fait, c'était la sexualisation de la femme noire. Des femmes noires qui ont voilà, une poitrine bien galbée, un beau fessier et un ventre plat. Et je me disais, bah ouais, elles sont magnifiques. Et quand on voit par exemple, oui, le type de femme que je veux, ou ça c'est un vrai type de femme avec des courbes, je me disais, bah moi en fait, je suis ronde de partout, je me sens comme une barbe à papa. Non, c'est l'une des peurs que j'avais en tant que candidate, c'est de me dire, effectivement, comme on a l'obligation de poster les photos, les vidéos de ce qu'on fait, je me suis dit, je vais avoir des insultes, des gens qui vont me dire, mais va te cacher, mais qu'est-ce que tu fais en fait? C'est vrai qu'on nous dit, faut faire attention au regard des autres. On avance, mais voilà, on met de côté. Et pour moi, il faut faire attention à ne pas tomber dans l'égocentrisme, dans l'individualisme du... Il y a des personnes qui me disent, mais en fait, t'es ronde, t'as le droit de vivre. Et c'est pas parce que t'es ronde que t'es moche, ça n'a rien à voir en fait. La beauté, c'est tellement subjectif. Donc, prendre conscience déjà que je suis un être humain à part entière. Le fait de pouvoir de me donner de l'amour et de ne pas l'attendre d'une autre personne. Parce que vivre par procuration fera qu'on ne vivra jamais pleinement en fait. Tu couches avec des gens dehors et tout ça, tu couches avec eux et tout ça, en plus tu prends des photos sexy, tu envoies au mec et tout ça. Il va me demander aussi de lui faire des fellations parce que j'ai été violée avec ma grand-mère qui est partie aussi si tôt. Et je me suis dit, allez, vas-y, pars. On s'est fait attaquer, j'ai jamais vraiment eu peur, j'ai juste eu une montée d'adrénaline. Bonjour à tous. De coucher avec une personne avant le mariage. Et écoute-moi aussi. Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission Emma Écoute-moi aussi, l'émission qui vous donne la parole. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une jolie jeune femme du nom de Anne Coralie qui est venue nous partager son histoire. C'est une femme déterminée, passionnée par la mise en avant des femmes et qui a justement cette envie d'accepter et de faire accepter toutes les femmes en général au travers de leur amour propre. Bonjour Anne Coralie. Bonjour Emma, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur qui tu es avant de rentrer dans le vif du sujet, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Anne Coralie, j'ai 35 ans, je suis d'origine antillaise, je vis dans les Pays de la Loire, au Mans, les fameux 24 heures du Mans. Je suis chargée de communication et de relations publiques dans un label de musique au Mans et en parallèle, je suis beaucoup sur l'associatif, la mise en avant du potentiel de la femme noire, de la femme en général. Et également, je suis chanteuse. Alors, beau palmarès aujourd'hui en termes de profession. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton enfance avant de revenir sur le vif du sujet qui est ton élection en tant que Miss Curvy 2023 du Pays de la Loire? Bien sûr, alors moi je suis la sixième d'une patrie de 6 enfants, 3 filles, 3 garçons, voilà, comme ça c'est équilibré. Il n'y a pas de jaloux. Voilà, exactement. Donc j'ai passé moi mon enfance dans des structures d'enseignement privé catholique, donc éducation très stricte également. Et ensuite, j'ai été très, très entourée de mes frères et sœurs. On peut dire que je m'inspire beaucoup d'eux, au niveau de leur vie, de leurs expériences, de leur caractère. Et puis, de surcroît, je suis tati de 15 de nièces. Donc, Ah oui, une belle fratrie, là, aujourd'hui. C'est ça, une très belle fratrie. C'est un peu des modèles pour toi, tes frères et sœurs. Ils sont plus grands, tu étais la dernière? Oui, d'accord. C'est un peu des modèles pour toi? Oui, ce sont des modèles de persévérance et de beaucoup d'empathie aussi. Ouais. Donc, tu as grandi dans une famille aimante, dans une famille aussi qui a réussi à te donner la place que tu devais avoir. Tu as réussi à trouver la place facilement. À quel moment tu as eu justement peut-être ce blocage-là par rapport à ton apparence, par rapport à ce que tu représentais? Alors, en 2016, j'ai eu un accident à la danse qui m'a paralysée pendant 1 an en fauteuil roulant. J'ai mis en tout 3 ans pour m'en remettre. Et ça a été très long, très dur. Et, oui, énorme. Et en fait, mon corps a changé puisque j'ai pas eu le déclic à ce moment-là de me dire je suis beaucoup plus immobile, mon alimentation doit changer. Je peux plus faire du sport et de la danse comme avant. Et en fait, je suis restée dans les mêmes habitudes. Et étant sédentaire, j'ai pris énormément de poids. Et je me suis énormément renfermée sur moi, en fait. J'arrivais plus du tout à vraiment réfléchir de la bonne manière, en fait. Et par rapport justement à ton enfance, en termes de vision de la femme, comment est-ce qu'on te la présentait, justement avec cette relation-là des femmes rondes? Comment est-ce que c'était perçu chez toi?
Alors dans ma famille, être ronde, c'est pas bon du tout. C'est vraiment la femme ronde, c'est quelqu'un qui prend pas soin d'elle, c'est une personne qui n'est pas jolie du tout et ne peut pas avoir d'avenir. Donc moi, commencer à être ronde, je me suis dit c'est fichu. Moi, je n'ai plus de valeur, je ne peux plus rien faire, donc je sers à rien en fait. Ah oui, carrément. Ouais, je le vivais vraiment très très mal. Et tu n'avais pas de soutien de la part de tes proches sur ce changement-là, sur cette évolution-là de ton corps? M'encourageait beaucoup à perdre du poids, à faire des régimes. Donc, pas t'accepter. C'est ça, voilà. J'ai fait beaucoup de régimes sur régimes, des régimes draconiens, très drastiques, mais qui au final m'ont fait plus prendre du poids qu'en perdre au final. Puisque c'est sur un temps donné, et puis après, on reprend les mêmes habitudes. Enfin, ça n'a pas du tout été bénéfique. Et sur cette période-là, après ton accident, dans quel état tu te sentais? Comment est-ce que tu vivais aussi ce changement-là progressif? Peut-être que tu ne réalisais pas forcément de suite, mais quand même un changement que tu pouvais ressentir. Au début déjà, lorsque j'ai eu l'accident, je me suis dit ça va être comme d'habitude, voilà, un petit choc comme n'importe qui, puis dans quelques mois ça ira. Sauf que déjà au bout d'un an, je vois bien que ça va pas du tout. Un an après, on me dit faut opérer, on opère et on m'annonce qu'en fait j'ai une algodystrophie. On me dit oui, ça prend 2-3 mois, ça ira. Ça fait 7 ans, je l'ai toujours. Ah oui. Voilà. Donc c'est des petites crises par-ci par-là, mais qui sont gérables au fur et à mesure du temps. Et en fait au début, ce qui a été plutôt compliqué, c'est de se dire, c'est d'accepter le changement, d'accepter que le corps va changer également. Et moi, j'étais plutôt dans le non, ça va aller vite. J'ai pas de temps à perdre. Je reprends mes affaires, ça va aller vite. Et ça a été, on va dire, un choc en fait entre la raison et l'espoir. Parce que justement, ça va aller vite. Au final, ne venait pas si vite que ça. Exactement. Ouais. Et quel type de personne t'étais avant ton accident en termes de caractère, en termes aussi peut-être de confiance en elle? J'avais pas forcément, une grande confiance en moi, mais comme j'étais toujours à bâbord à tribord, c'est-à-dire que toute la semaine, je suis au travail, donc je fais mes 9h-18h. Le mardi soir, je vais à mon cours de Goka, donc c'est traduction de la Guadeloupe, c'est la percussion. Donc je vais chanter, je vais danser, je vais taper sur ma percu. Je reprends le travail lundi jusqu'à vendredi. Samedi, c'est toute la journée association. Le soir, on fait le concert. Dimanche, c'est répétition et on reprend lundi. En fait, j'ai pas le temps de réfléchir et de me dire est-ce que je fais quelque chose de bien ou pas. Pareil, tous les 2 jours, j'allais en salle de sport. Je faisais 1h45. Ah oui, très active. Et du coup, j'avais pas vraiment le temps de prendre conscience de moi, de qui je suis et de mon corps. C'est quand le temps, pour moi, s'est arrêté à l'accident que je me suis dit, waouh, il y a quelque chose qui existe et il fallait que je comprenne cette chose-là. Et c'était quoi cette chose-là qu'il fallait que tu comprennes? Il fallait que je comprenne que j'existe, que je suis quelqu'un à part entière et que je ne peux pas vouer ma vie au travail, qu'il faut que je prenne vraiment le temps pour moi de vivre, de me comprendre, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, de ma tête, de comprendre l'environnement dans lequel j'évolue, puisque c'est un environnement qui est en perpétuelle évolution et d'avancer avec en fait. Et ça, tu l'as eu, ce déclic-là, tu l'as eu quand tu as eu ton accident, en fait. Parce que c'était le seul moment où tu avais ce répit-là, ce repos, peut-être aussi de te poser, de ne penser à rien du tout, de ne rien faire aussi, et de te concentrer, de te recentrer sur toi. C'est ça, exactement. Il a fallu, malheureusement, cet accident ça a pris, je crois, à peu près 2 ans pour que je commence à me dire accepte. Déjà, accepte les choses, essaie de comprendre, d'accepter, et ensuite avance. Parce que moi, j'étais vraiment à la précipitation. J'ai pas le temps, il faut que j'aille au boulot, il faut que je me remette sur pied tout de suite, donnez-moi une paire de béquilles, puis j'y vais, quoi. Une vraie femme active, entrepreneuse, en fait, c'est ça? C'est ça. Alors, tu as fait justement le concours Miss Curvy, pays de la Loire. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce contexte-là de ce concours et comment est-ce que ça se fait que tu aies participé à ce concours tout simplement? Alors c'est un concours qui vise à mettre en avant la beauté des courbes de la femme. Donc on est vraiment dans le fait de s'accepter, en fait de trouver la confiance en soi pour avoir de l'estime et de l'amour de soi. On est vraiment sur ça. Après, pourquoi j'ai participé? Bonne question. En fait, point d'interrogation. Voilà, c'est ça. En fait, je cherchais un peu,
à rencontrer des femmes comme moi, parce que j'avais l'impression que dans ma vie, j'étais la seule à être ronde, qu'il n'y avait personne. Et déjà, je n'avais pas d'amour pour moi. Et je me disais, mais les gens voient que je suis ronde et ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là, en fait, elle n'a pas sa place. Et c'est aussi d'ailleurs un défaut, c'est de penser à la place des gens. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Et j'ai beaucoup été dedans. Et puis je me suis dit, bon, je vais voir sur Internet un peu ce qui peut se trouver. Il y avait beaucoup de groupes de parole, d'associations de soutien. Puis je me disais, je veux quelque chose de plus impactant, quelque chose qui va m'aider à comprendre que, comment dire, la femme ronde, elle a sa place dans la société. Parce qu'en fait, le fait de le dire, d'accord, mais le fait de le vivre, c'était autre chose. Différent. Et là, j'ai découvert Miss Curvy. J'ai vraiment vu un formulaire, j'ai rempli sans savoir dans quoi je m'embarquais. Et je me suis dit, eh ben, allons-y, en fait. Et donc, lors de l'entretien, donc on parle de maquillage, le fait de maquiller ou que les autres me maquillent, est-ce que ça me dérange? Porter des talons, danser sur une scène, étant donné que je suis de la scène, ça me dérange pas du tout. Et puis, je me suis dit, bon, bah, ok. Puis, le tout premier shooting, là, ça a été le choc. Parce que je voyais les filles qui étaient vraiment, qui profitaient, même si elles avaient des difficultés comme moi, mais elles profitaient, elles vivaient leur féminité, que moi, je ne vivais pas du tout. Et le fait de les voir, mais t'as des beaux cheveux, mais j'adore ta tenue. Et moi, je me disais, mais où est-ce que je suis tombée? En fait, c'était pas du tout un milieu dans lequel tu avais l'habitude d'être, dans lequel tu te retrouvais, en fait. Pas du tout. Puis c'est plutôt un milieu qui, au contraire, au début, je me disais, mais bon, on ne verra jamais être dans des conditions pareilles, en fait. C'était inimaginable. Donc, tu n'avais pas vraiment pris au sérieux cet engagement-là par rapport à ce concours. Tu l'avais fait juste pour le faire, mais sans vraiment avoir conscience de l'impact potentiel que ça aurait pu avoir sur ta vie, au final. Exactement, exactement. C'est vrai que au début, je me dis, bon, on verra bien ce que ça donne. Et vu que j'avais pas d'espoir, je m'attendais pas à grand-chose. Et ce que j'ai reçu a été énorme, en fait. Puisque tu as gagné. Exactement, parce que c'est vrai qu'on a... Bon, le fait de pouvoir défiler, faire des shootings dans d'autres tenues, vraiment sortir de notre zone de confort, ça aussi, ça peut être un choc. Et l'avantage que l'on a, c'est qu'on est accompagné par des professionnels de santé, des énergéticiennes, également une sophrologue. Et je me rappellerai toujours, on avait fait un exercice dans les bois avec une énergéticienne. Et elle a dit juste une phrase qui... Enfin, je veux dire, toute la séance, j'écoutais sans écouter. Je me suis dit, bon, je fais ce que j'ai à faire, puis je rentre chez moi, je vais travailler demain. Et elle a dit une phrase, elle a dit, mais vous avez le droit de vivre comme tout le monde. Donc si demain, vous avez envie de vous faire un resto toute seule, faites-le toute seule. Et je l'ai fait. Et je me suis sentie bien. Et en fait, j'ai réalisé surtout que les gens ne me regardaient pas au final. Les gens étaient en train de discuter, ils mangeaient. Et je me suis dit, mais pendant tout ça d'années, c'est moi qui étais persuadée que les gens, comme s'ils déposaient leur couvert, ils me regardaient. Ils me disaient, est-ce qu'elle va tout manger? Et c'est vraiment que des idées. Que tu te mettais une pression peut-être aussi, et que tu te mettais inconsciemment. Oui, tout à fait. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de penser à la place des autres. Donc, très belle expérience. Et qu'est-ce que cette expérience, justement, elle t'a apporté? Prendre conscience déjà que je suis un être humain à part entière, le fait de pouvoir de me donner de l'amour et de ne pas l'attendre d'une autre personne, parce que vivre par procuration fera qu'on ne vivra jamais pleinement, en fait. Et aussi le fait de pouvoir avoir confiance en moi et de me dire, mais t'as des compétences, t'as des capacités, t'as des opportunités, vas-y, travaille-les, vas-y. Et ça, avant, c'était pas possible. Je me disais, je suis ronde, je ne peux pas. Alors qu'il n'y a aucune corrélation entre les compétences et la morphologie. C'est ça, mais c'est un blocage que tu te fais toute seule, en fait. Et c'est dû à quoi, ça, justement, ces blocages-là qu'on se met? Moi, je pense que c'est beaucoup la société qui joue dessus, parce que on voit beaucoup dans les magazines, dans les médias, une femme qui réussit, c'est une femme qui est élancée, qui est fine et elle réussit. Une femme qui est ronde, non, vraiment péjorativement, elle fait le ménage, elle va être, comme on voit dans certains films, la femme ronde, elle va être grossière au niveau du langage, au niveau de la tenue, et on se dit mais non, pas du tout. Enfin, elle me représente pas, c'est pas moi, je peux pas m'identifier à ce type de personne, en fait. Et à partir de quand tu as réussi à vraiment t'accepter pleinement? Très récemment, l'année dernière, je m'en rappellerai toujours, c'est au mois de mai 2024. En fait, en tant que Miss, on a des missions à réaliser, on a des projets qu'on peut proposer. Et moi, mon projet, en fait, c'était de faire un road trip dans les pays de la Loire, sur des choses qu'on trouve dans les pays de la Loire et nulle part ailleurs. Par exemple, la plus grande tapisserie du monde, c'est la tapisserie de l'Apocalypse qui se trouve à Angers. Et elle se trouve nulle part ailleurs. Donc, du coup, on est parti avec ma dauphine faire un road trip. Et je me rappelle que la tenue qu'elle m'avait prêtée, c'était un petit short avec un petit haut. On voyait tout mon ventre, chose que j'aurais jamais fait avant, mais j'étais tellement bien. Ah oui, à l'aise. Ah oui, j'étais à l'aise avec mes petites chaussures, j'étais tellement bien. Et je ne saurais pas expliquer comment tout ça s'est matérialisé. Et je sais que vraiment, depuis ce jour-là, je me dis, mais
Enfin, le fait d'être bien, j'avais l'impression que les gens étaient bien aussi, en fait. À l'aise, en fait. C'est ça. Ouais, ils ressentaient le fait que tu t'assumais, que tu étais heureuse, que tu as fait cette confiance en toi au final. Et automatiquement, eux aussi, ça changeait peut-être leur perception et leur manière d'être avec toi. Oui, tout à fait, parce qu'ils se disent, bah là, on n'a pas affaire à une personne qui tend, voilà, c'est ça, qui est complexée, qui tend vers le dépressif, les idées noires. On a affaire à quelqu'un qui est joyeuse et en fait, Enfin, il y a vraiment une différence entre une personne qui va marcher la tête baissée et une personne qui va marcher la tête haute. On sent vraiment, en fait. Et ça, je pense que ça se transmet. Et justement, par rapport à cette période-là, quand tu as fait le concours, parce qu'on a annoncé que tu étais la gagnante, est-ce qu'on peut revenir sur ce moment-là précis de ce concours? Pour moi, c'était un choc. Parce que je me suis dit, bon, si jamais j'aurais pu espérer quelque chose, c'était en tant que dauphine. Donc, je vois que la deuxième, elle est élue. Je suis contente pour elle. La première, en plus, qui est ma copine, elle est élue. Donc, je suis super contente. Et là, je me dis, bon, il se fait tard quand même. Je sais que mon train, demain, il est à 13h11. À quelle heure je dois me lever pour pas le rater. Et là, j'entends Miss Anne Coralie. Donc, ça me sort de mes pensées, de mes idées. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde me regarde? Et je vois mes copines d'aventure qui me disent, mais Anne Coralie avance. Bah, pourquoi? Mais t'as gagné. Ah d'accord, mais je vais où? Bah, au milieu de la scène. J'étais très... Donc vraiment pour toi c'était pas possible en fait que tu gagnes ce concours? Non, absolument pas. Et qu'est-ce qui te faisait penser ça? Bah, je me disais, alors c'est aussi par rapport au contexte dans lequel j'ai évolué. Je me disais, bah, déjà sur les 10 candidates, je suis la seule qui est noire. Donc je me suis dit, bon, déjà j'ai aucune chance. Ensuite, je me suis dit, bah, je vois toutes les autres filles qui arrivent à vivre en fait l'aventure, elles s'éclatent, elles ont vraiment pris tout ce qu'elles avaient à apprendre. Et moi, j'étais vraiment, bah, comme par rapport à mon éducation, très militaire, je fais ce qu'on me dit de faire et je rentre chez moi. Et en fait, je prenais pas conscience ce que ça pouvait t'apporter en termes d'expérience professionnelle, sociale aussi. Oui, tout à fait, énormément. J'étais vraiment, vraiment repliée sur moi-même. J'avais des amis qui... En fait, par la force des choses, se sont éloignés de moi, que même moi, j'ai décidé d'éloigner. Pour aller faire mes courses, je me faisais livrer. Le travail, c'était... Alors que j'aimais beaucoup mon travail, mais c'était devenu un fardeau pour moi. Parce que je voyais toutes les filles et les hommes très jolis, très beaux, qui allaient en clientèle, et moi, j'y allais pas. Et je me suis dit, en fait, c'est à cause de ça, c'est parce que je suis ronde. Et Miss Curvy, en fait, m'a vraiment aidé à comprendre, ça n'a rien à voir, en fait. C'est ce que tu penses de toi qui va te permettre de mettre un pied devant l'autre. En fait, c'est ce que tu fais de ce que tu es qui te permettra vraiment d'évoluer. C'est un fardeau pour toi, ce surpoids-là que tu avais au quotidien, avant Miss Curvy, avant ce déclic-là? Psychologiquement, c'était très très dur parce que je me sentais en fait très seule, sachant qu'il y a des femmes rondes partout qui elles aussi peuvent ressentir ces choses-là. Au sein de Miss Curvy, j'ai rencontré des femmes qui ont eu des parcours atypiques, voire même très violents, et je les voyais sourire. Je me disais mais comment elles font? Où est-ce qu'elles vont puiser tout ça en fait? C'est ça. Et d'ailleurs, je les salue dans tous les sens du terme. Et c'est vrai que ça a été très pesant, et c'est ce que je dis souvent, le travail sur soi, c'est quelque chose franchement d'intemporel. En fait, il ne s'arrête pas. Parce qu'étant donné qu'on est dans un monde en perpétuelle évolution, on doit aussi travailler sur nous pour continuer à évoluer avec les gens sans oublier en fait notre personnalité, notre authenticité. C'est quelque chose aussi dont j'avais peur en devenant Miss. Je me suis dit, mais est-ce que je resterai la Anne Coralie? Et j'ai la réponse, je n'ai pas changé, j'ai évolué. Vers un mieux. Vers un mieux, c'est ça. Et comment est-ce que ta famille ont accueilli cette nouvelle-là, que tu voulais participer à ce concours-là? Est-ce que tu as été soutenue? Est-ce que on t'a accompagnée aussi pour ce concours? Ça a été très dur parce qu'ils n'ont pas compris. En disant, elle est ronde, il faut qu'elle perde du poids, qu'est-ce qu'elle va faire dans un concours pour... On comprend pas, elle n'a pas compris ce qu'on lui dit. Donc c'était très compliqué parce pour que eux. Te poussait justement à perdre du poids. Voilà. Ça. Et là, je vais complètement à l'encontre, à l'opposé de ce qu'ils veulent pour moi. Donc beaucoup m'ont dit non mais arrête Miss Curvy, ça va rien t'apporter. En plus t'es pas payée. Non. Enfin que des choses péjoratives, négatives. Et je me suis dit mais est-ce que j'arrête? J'ai hésité, c'est ça, parce que je me suis dit, je dois faire la fierté de ma famille, je dois faire la fierté de mes parents. S'ils pensent que c'est pas bon, ils ont forcément raison. S'ils me disent que je suis pas jolie, ils ont forcément raison. Et il y a une petite voix qui me disait, tu fais les choses pour toi aujourd'hui.
Et tu dois en fait continuer. Et puis, que tu sois élu ou pas, peu importe, tu sais que tu as fait un travail sur toi et que surtout, c'est une thérapie ce que tu vis. C'est une thérapie que tu n'auras nulle part ailleurs en fait. Et au final, ils sont heureux. Au final, ils t'ont supporté, ils sont fiers de toi. Oui, oui. Et je pense que c'est le fait de voir que leur fille, elle est heureuse malgré tout. De se dire, en fait, elle est heureuse, elle s'assume, elle vit, elle réussit bien sa vie. C'est tout bénef. Ouais, et c'est important ce que tu dis sur la pression qu'on peut recevoir familiale par rapport à nos envies, nos rêves, nos projets aussi. C'est vrai que si on a tendance à trop écouter les qu'en dira-t-on, les conseils, les choses négatives aussi, les peurs des autres qui se reflètent sur toi-même, on peut passer à côté de belles choses comme toi, par exemple, ton élection. Si tu les avais écoutées et que tu n'étais pas partie jusqu'au bout de ce projet-là, au final, tu n'aurais jamais été Miss Curvy et peut-être que ce déclic-là que tu as eu, tu l'aurais eu certainement, mais pas à ce moment-là. Ouais. Oui, je suis 100% d'accord. C'est vrai que, comme on dit chez nous, on a toujours envie de faire la fierté de nos parents, en fait. Moi, j'avais ce défaut-là, c'est de me dire, l'amour que j'ai, c'est l'amour que l'on me donne. Et si on m'aime, alors je m'aime. Si on me trouve belle, alors je suis belle. Et je vivais. Te voyais au travers des autres. C'est ça, je vivais uniquement par procuration et le fait de pouvoir déconstruire tout ça, ça a été jusqu'à aujourd'hui un travail de longue haleine. Ça fait maintenant 2 ans, depuis mes 33 ans, où j'ai réussi en fait à me détacher de ça et de me dire déjà l'amour dont tu as besoin, il n'y a que toi qui peux te le procurer parce qu'il vient de l'intérieur. Si toi tu t'aimes, peu importe que tu es une personne qui t'apprécie ou pas, déjà de 1, ce n'est pas une obligation et puis surtout... ça changera rien en fait. La vie est faite de rencontres, bonnes, moins bonnes. Ce sont des expériences, ce sont des leçons, ce sont des coups de foudre. Et si toi tu t'aimes, rien ne peut aller au-delà de ça en fait. Et quel était ton rapport avec les hommes justement dans cette période-là où tu t'acceptais pas? Très compliqué. Je suis restée pendant 4 ans célibataire par choix parce que je me dis de toute façon je vois pas ce que je peux apporter à un homme en fait. Je suis grosse, je suis pas belle. Quand je vois toutes les femmes dans la rue, quel homme va vouloir de moi en fait? Ah oui. Et me persuadant de ça et ne me mettant pas non plus en valeur, forcément je ne peux pas attirer la jante masculine. C'est fou parce que j'ai l'impression que dans ton discours d'avant, il y avait ce côté-là où tu te sous-estimais énormément, en fait. Tu te dévalorisais même par rapport à ce qu'on pouvait percevoir de toi, par rapport à qui tu étais réellement. D'où ça vient, ça, cette facette-là que tu avais, cette perception-là que tu avais de toi? Pour moi, je suis née avec, dans le sens où c'est vrai que ma famille, c'était vraiment... tu dois être ce qu'on te demande d'être. Tu dois faire ce qu'on te dit de faire. Et à partir du moment où je vais à l'encontre, c'est pas bon. Et toutes les fois, j'ai eu des expériences où, en fait, toutes les fois où j'ai voulu aller à la rencontre, ça s'est toujours mal fini. Donc je me suis dit, en fait, non, je suis vraiment nulle. Ouais. Je suis nulle, j'ai pas de valeur, je vois pas à quoi je sers sur. Et c'est ce qu'on te l'a dit, ces termes-là précisément? Jamais. Donc c'est toi-même qui te faisais cette idée-là en fait. Mais est-ce qu'on te l'a peut-être montré? Moi, je le ressentais comme ça. Tu le ressentais comme ça. C'est ça. Peut-être que la personne, c'était pas ce qu'elle voulait que je ressente, mais moi, c'est comme ça que je le percevais. Le fait de me dire, tu vas pas mettre une robe, t'es grosse. Je me disais, en fait, oui, c'est vrai, pourquoi je mettrais une robe? Je suis moche dedans, non, je vais la retourner au magasin, je vais prendre un jogging, un pantalon, et puis c'est tout, en fait. C'était très dur. Ouais, j'imagine. C'est pas évident parce que déjà même être une femme tout court dans cette société, c'est pas évident. Alors quand on est marginalisé et qu'on a des attraits atypiques, on va dire, de la femme, c'est d'autant plus difficile si on n'est pas soutenu par rapport à sa famille, par rapport à ses proches, par rapport aux personnes qui doivent justement nous donner cet amour-là et cette confiance-là. C'est ça. C'était vraiment très dur. Et puis oui, pour revenir sur la jante masculine, je sais que ce qui m'avait moi beaucoup à cette époque-là, donc dans les années 2020, qui m'avait beaucoup choquée en fait, c'était la sexualisation de la femme noire. De me dire j'ai des formes, elles sont pas toutes au bon endroit et je ne plais pas. Mais parce que souvent on nous mettait dans les réseaux des femmes noires qui ont une poitrine bien galbée, un beau fessier et un ventre plat. Et je me disais ouais, elles sont magnifiques. Et quand on voit par exemple le type de femme que je veux, ou ça c'est un vrai type de femme avec des courbes, je me disais moi en fait je suis ronde de partout, je me sens comme une barbe à papa. Non, je me sentais vraiment en dessous de tout quoi. Donc c'était très dur. C'est pas évident, mais comment on se construit comme ça, avec ce sentiment-là, en fait, d'être en dessous de tout, comme tu l'as dit?
C'était plutôt une déconstruction au final. Je faisais les choses machinalement. C'est-à-dire que je dois aller au boulot, et ben je me lève, je prends ma douche, je vais au boulot, je reviens, je fais mes petites affaires. Mes petites affaires, en fait, c'est quoi? Être posée devant ma télé, rien faire. Tu te cachais un peu du monde. Beaucoup. Moins on me voyait, mieux je me sentais, en fait. T'avais peur peut-être du regard des autres, de la pression des autres aussi. T'avais l'impression de ne pas être à ta place. C'est ça. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que tout le monde me regardait, que tout le monde me fixait, puis, enfin, qui pouvait dire en fait toutes sortes de méchancetés en fait. Alors que, comme n'importe qui, la personne elle peut me regarder dans la rue sans pour autant me regarder. Et moi, tout de suite, je me disais, oh mon Dieu, il pense que je suis trop grosse. Il y a quelque chose qui va pas. Et je m'empêchais vraiment de vivre en fait. Et j'ai rompu en fait tout lien social. C'est horrible quand même. Ouais. C'est triste, hein. Et de dire, toi encore, tu as réussi à t'en sortir aujourd'hui au travers de tes expériences artistiques, professionnelles, mais dire qu'il y a des gens qui sont encore dans cette phase-là, c'est compliqué en fait, de réussir à s'en sortir, de réussir à vivre quand on a toute cette pression-là et aussi cette estime de soi qui n'est pas à notre faveur. C'est ça, c'est vrai que... au sein de Miss Curvy, en tant que candidate et en tant que Miss, j'ai rencontré des femmes qui avaient ce type de parcours. Et la seule chose que j'avais envie de leur dire, c'est en fait, vous pouvez y arriver. Parce que je ne me sens pas exceptionnelle, donc si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. Mais je sais que le fait de le leur dire, tant qu'elles n'ont pas eu ce déclic-là, tant qu'elles n'ont pas travaillé sur elles, c'est pas que ça passera par une oreille pour sortir par une autre, c'est que ça va passer devant. Parce que pour avoir été dans cette situation-là, je sais à quel point c'est dur en fait d'entendre ces choses-là, qu'on nous dise tu vas y arriver. Ça ne te définit pas, tu es vraiment quelqu'un à part entière. C'est vraiment compliqué. C'est pas évident. Non. D'aller au-delà de ce que toi tu penses de toi-même en fait. C'est ça. C'est ça en fait le combat d'une vie, c'est toi et toi-même parce que c'est toi qui es face à ton miroir, c'est toi qui es face à cette réalité-là au quotidien et il n'y a que toi qui es capable de dépasser cette réalité-là en t'encourageant ou sinon en faire une réelle problématique au quotidien. Exactement. C'est sortir de sa zone de confort, comprendre que en fait on doit vivre malgré le regard des autres et surtout qu'ils ne doivent pas avoir d'impact en fait sur nous. Exactement. Que même les mots qu'on, surtout aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux, voilà, toutes sortes d'agressions verbales est tellement gratuite et de se dire je vais vivre au-delà. C'est l'une des peurs que j'avais en tant que candidate, c'est de me dire effectivement quand on a l'obligation de poster les photos et les vidéos de ce qu'on fait, je me suis dit je vais avoir des insultes, des gens qui vont me dire mais va te cacher, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Et de juillet 2022 à aujourd'hui, je n'ai jamais eu aucun commentaire négatif. C'est vrai. Et je me dis mais c'est fou en fait. Mais c'est paradoxal parce que c'est vrai qu'on met en avant les réseaux sociaux avec toute la haine que ça peut susciter par rapport aux différentes personnes qui se mettent en avant sur les plateformes. Oui. Et là, dire que tu n'as pas eu de commentaires négatifs, que tu as même eu du soutien, en fait, de l'amour au final, c'est paradoxal. Et aussi, c'est bienveillant de se dire qu'il y a des plateformes aujourd'hui qui réussissent à donner cet amour-là à des personnes qui en ont besoin au final. Oui, c'est ça. Et c'est le fait de me dire... en fait, en dehors de mon cercle proche, il y a des personnes qui me disent mais en fait t'es ronde, t'as le droit de vivre et c'est pas parce que t'es ronde que t'es moche, ça n'a rien à voir en fait. La beauté c'est tellement subjectif, donc ça m'a fait énormément de bien. Je me suis dit c'est cool. Je peux avancer. Sentir l'amour aussi et la synergie aussi fédérée par rapport à ce combat-là que tu mènes, toute une communauté autour de toi aussi. Ça fait du bien, ça met du baume au cœur comme on le dit. Énormément, parce que c'est vrai qu'au sein de Miss Curvy, d'entrée de jeu, on nous fait bien comprendre, oui, alors c'est le concours de la beauté des courbes, mais c'est pas un concours entre vous, c'est un concours contre vous-même en fait, mais pas entre filles. Et il y a eu un tel effet de sororité. Moi, je m'attendais pas. C'est vrai que j'avais, étant donné que j'avais fait une rupture sociale, je voulais pas forcément aller vers les filles. Et il y en a une, Maureen, que je salue, qui est venue vers moi et elle me dit je peux venir te parler, je vois que t'es toute seule, d'accord. Et c'est grâce à elle que j'ai commencé vraiment à rentrer dans l'aventure, un mois après avoir commencé, et à vivre, commencer à vivre, on va dire, vraiment en communauté avec les filles. Donc cet effet de sororité, de pouvoir avoir des conseils, d'échanger les unes avec les autres, puis même de créer des amitiés, c'est inouï, c'est pas du tout quelque chose à laquelle je m'attendais en fait. Il n'y avait pas de, je sais pas, je vais lui piquer sa robe, cacher ses talons. Il n'y avait pas de tout ça. Si par exemple, je sais pas, j'avais oublié mon make-up, il y en a une qui me disait t'inquiète pas, je vais te maquiller, je vais te faire quelque chose, moi je vais te coiffer.
C'est juste Il y avait de magnifique. l'entraide. Ah oui. C'est rare dans les concours de beauté, justement, où Ouais. c'est perçu comme étant des milieux très, très concurrentiels, en fait. Ouais. Mais non, c'était vraiment super. Je sais que lorsqu'après, on a fait le France, donc pour élire Miss Curvy France 2024, là, j'étais encore plus choquée, parce que j'étais avec toutes les Miss Curvy de France. Et pourtant, à part sur les réseaux, on ne s'était jamais vus. Et c'était vraiment un groupe de copines. On rigolait ensemble, on faisait tout ensemble. Si on avait une qui pleurait, on venait tous. C'était un câlin collectif, mais c'était vraiment sincère en fait. Ouais. On a pris le temps après d'échanger entre nous, d'échanger nos numéros de téléphone, de s'appeler. Enfin, c'est des choses. J'aurais jamais pensé à ça, jamais. Incroyable. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu es une personnalité active sur les réseaux sociaux. Tu as un impact auprès de ta communauté. Comment est-ce que tu perçois le rôle des réseaux sociaux dans l'affirmation de soi et dans l'acceptation de soi en général? C'est très bénéfique parce que justement avec les réseaux sociaux, il y a tellement d'outils pour les photos, les vidéos, les montages. En fait, on peut faire les choses de manière humoristique pour faire passer un message. Ça peut aussi de manière ludique, ça peut être de manière choquante. Il y a tellement de possibilités de s'exprimer. Je trouve que c'est très intéressant. Après, effectivement, faut faire attention de ne pas tomber dans le côté négatif où en fait, comme j'ai pu voir souvent, c'est vrai qu'on nous dit faut faire attention au regard des autres. On avance, mais voilà, on met de côté. Et pour moi, il faut faire attention à ne pas tomber dans l'égocentrisme, dans l'individualisme une personne qui va nous dire je vais prendre un exemple tout bête, la couleur de ton fond de teint, voilà. Essaye un autre ton pour voir ce que ça peut donner, de dire mais de toute façon, je fais ce que je veux, je m'en fiche, je t'écoute pas. Il faut faire attention à pas tomber dedans en fait. On a toujours d'une certaine manière besoin que quelqu'un nous soutienne, nous accompagne en fait. Faut savoir être à l'écoute et puis prendre ce qu'il y a à prendre et ne pas prendre ce qu'il y a à prendre. C'est comme le fait qu'on nous dit souvent vous avez le droit de dire non. Mais on peut dire non aussi de manière correcte et respectueuse en fait. C'est un peu ça qui fait peur sur les réseaux sociaux. Oui, avoir ce juste milieu en fait, Voilà. qui n'est pas forcément évident à trouver aussi. Exactement, parce que ça va tellement, mais tellement vite. Donc c'est vrai que tu parles souvent de l'importance de l'amour de soi. Comment est-ce que tu es parvenue à adopter cette vision et quels conseils tu pourrais donner aux personnes qui manquent encore de cet amour-là? Alors l'amour de soi, on avait fait une séance avec une énergéticienne dans les bois et je me rappellerai toujours, elle avait mis plein de petites plantes avec un bol d'eau. Elle nous avait dit voilà, ça c'est la plante pour l'amour, la plante pour telle chose. Vous mettez ce que vous voulez dans le bol et ensuite vous allez vous allonger. Bon, moi n'y croyant pas du tout, je me suis dit bon tiens, je vais mettre un peu d'amour, un peu de ceci, de confiance, de estime de moi et je suis partie m'allonger et je commençais vraiment à ronfler. Et elle vient à côté de moi avec son petit tambour et elle tape et puis à chaque fille elle disait une phrase différente. Et moi elle m'a dit tu as le droit de vivre comme tout le monde. Et demain si tu veux aller te faire un resto toute seule tu y vas. Bon, ça m'avait réveillée un peu, je suis retombée dans mes rêves. La séance est terminée, tout le monde va bien, on va se détendre. Et le lendemain, après le travail, je suis partie faire du shopping. Alors, en général, moi, c'est vraiment métro, boulot, dodo. Voilà, je ne traîne pas, donc je suis partie faire du shopping. Et j'étais avec mes sacs de vêtements et je suis partie dans un restaurant, enfin une brasserie. Et je me suis dit, je vais manger toute seule. Je vais mettre mes petites oreillettes, je vais regarder ma série, je vais manger toute seule. Et c'est au bout d'un moment, je me dis, mais il n'y a personne qui me regarde. Je pensais que tout le monde allait s'arrêter, me regarder, me dire, mais... Qu'est-ce que tu fais? C'est ça, pourquoi t'es là? Enfin, t'es ronde, t'as pas le droit de manger comme nous. Et personne ne me regardait. Les gens étaient fixés entre eux. Et je me suis dit, mais Julie, puisque c'est celle qui nous a fait la séance, je me suis dit, mais Julie, c'est une magicienne, c'est pas possible. J'ai réussi à faire quelque chose que j'aurais jamais pensé possible. Et je le vis super bien. Et ce que j'ai envie de dire aux femmes, c'est que rien n'est impossible tant que vous le voulez, en fait. Ne franchissez pas des barrières insurmontables d'un coup. Faites les choses petit à petit. C'est comme quand on est bébé, on fait du 4 pattes, on trotte et ensuite on marche et ensuite on court. Là, c'est pareil. Le chemin de l'estime, de la confiance et de l'amour de soi, c'est un long chemin et c'est personnel en fait. Chacune va le vivre différemment. Chacune devra vivre des expériences et tester des choses de manière différente pour pouvoir arriver à cet état-là. Et c'est tout ce que je souhaite à toutes les femmes. Donc ton travail en tant que modèle et ta participation à des événements comme l'exposition à Montmartre montrent ton engagement pour les femmes afro. Quel impact penses-tu que ce type d'initiative peut avoir sur la perception des femmes noires en général ?
Alors, c'est vrai que pour moi, c'est un combat, parce que j'ai vraiment envie de participer à la mise en lumière de la femme noire en France, de sortir surtout des clichés dans lesquels on peut être. Et le fait de pouvoir participer en tant que modèle, c'est de pouvoir dire il y a des modèles qui sont fines, qui sont noires. Il y a des modèles qui sont rondes, qui sont noires. Et surtout, le mannequinat n'est pas forcément quelque chose qui va être fermé. On n'a pas besoin d'être blonde, brune, super élancée et faire que du mannequinat pour Jean-Paul Gaultier, en fait. On a des compétences, on a des talents qu'on peut se permettre de mettre en lumière. Pour moi, il faut y participer. Et surtout, sachant d'où je viens psychologiquement, j'ai envie de dire aux femmes, mais faites-le, en fait. Ça coûte rien. En plus, c'est une séance de shooting qui est magnifique avec Jean Béafrique, le photographe, qui met vraiment en confiance et qui lui aussi est très engagé dans la mise en valeur du potentiel de la femme black, en fait. Est-ce que tu penses que c'est encore sous-estimé son potentiel à la femme black en général? Oui. Je pense que ça avance tout doucement, mais c'est encore sous-estimé parce que si on prend la femme black dans les films, en dehors de Plus belle la vie, où on en a une qui est policière, on est toujours dans les mêmes clichés. On fait le ménage, on a du mal à parler français, ou alors on va être grossière à parler très très fort, on va être toujours avec les habits de chez nous. On a envie de dire, mais il y a autre chose. Puis venez faire un tour chez nous, vous verrez, il y a les multitudes de talents et de femmes qu'il y a en fait. Mais comme partout dans tout pays. Merci beaucoup. Coralie, est-ce que tu as un dernier message à faire passer si tu veux regarder les auditeurs qui vont te regarder? Bien, j'aimerais dire à toutes les femmes que même si aujourd'hui vous n'avez pas le déclic, ça viendra petit à petit, soyez patientes et surtout prenez bien soin de vous. Un très beau témoignage et aussi un très beau parcours de vie que tu as partagé avec nous aujourd'hui. Encore une fois, merci pour cet échange-là enrichissant et félicitations à toi pour ce beau parcours et je te souhaite que du plus dans la suite de ta carrière. Merci. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de Emma. Écoute-moi aussi. Ciao, ciao.